Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin pour notre webinaire du Q4 2025, le dernier de l'année 2025, qui, comme vous le savez, portera sur Quassoro Abacus Discovery, qui est notre spécialité small et micro-cap européenne, qui, je vous rappelle, est un fonds PEA-PME et PEA et un fonds article 8. Un petit détail technique avant de commencer la présentation. Vous avez la possibilité d'activer votre caméra pour plus de convivialité, mais aussi votre micro si vous souhaitez poser des questions, mais ça se passera dans un deuxième temps à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi poser des questions. Il y a une rubrique Q&R qui est située en haut au milieu de votre écran. Dans ce webinaire, on va un peu vous montrer les perspectives du fonds pour 2026, mais on va revenir sur l'année 2025 qui a été assez bonne, parce que le fonds clôture l'année à plus 26,6%, sur performance et deux indices, l'Eurostoxx Small de quasiment 5 points et le MSCI Europe Micro de 4 points. Cette surperformance, ça fait 3 années consécutives qu'elle est présente et elle est assez significative depuis mi-2021 et la reprise de la gestion par Edwin Faure et les équipes d'analystes. Cette surperformance, elle se voit aussi dans les classements. On détaillera plus tard, mais que ce soit Citywire, Morningstar ou Cantalis, le fonds est vraiment dans le top de sa catégorie. Et 2025 a aussi été marqué par la confiance des investisseurs parce que le fonds a une collecte assez importante qui s'est accélérée sur les 3 derniers mois de l'année. En début d'année, on devait être à 28 millions d'encours et on a fini fin décembre à un peu plus de 46 millions. On tient vraiment à vous remercier pour cette confiance. C'est toujours un plaisir de voir que les gens ont confiance en notre stratégie d'investissement. Bon, passons au webinaire. Je ne vais pas détailler le plan que vous commencez à connaître, mais vous verrez qu'il y a certaines nouveautés, notamment pour le retour sur l'année 2025. Je vais revenir brièvement sur la société pour ceux peut-être qui nous connaissent un peu moins. On est une société de gestion qui a été créée en 2011. On a la particularité d'être 100% indépendant. Comme je le disais en amont, on a une nouvelle méthodologie de gestion qui s'est appliquée en 2021 avec l'arrivée de nouvelles équipes. On applique cette méthodologie de gestion à 3 stratégies ouvertes. Abacus Discovery, qui est notre fonds du coup small et micro cap européen, qui est un fonds éligible PEA et PEA PME. Et on a aussi une gamme, excusez-moi, de produits article 9 avec Abacus Green Deal, qui est un fonds multicap européen, et Abacus Credit Impact, qui lui est un fonds obligataire investi en obligations corporate, qui est un fonds crossover. On fait aussi des fonds dédiés en fonction des besoins des personnes avec qui on collabore. Mais si vous avez des questions sur nos autres stratégies ou nos fonds dédiés, vous pourrez tout bonnement me contacter à la fin du webinaire. Un dernier point qui est assez important pour la maison, c'est notre approche ESG qui est vraiment au cœur de notre méthodologie d'investissement. On a développé un outil en interne qui nous permet une analyse extra-financière assez poussée des sociétés qu'on a dans notre univers d'investissement ou dans notre portefeuille pour avoir vraiment une bonne connaissance de celle-ci. Voilà en quelques mots la société. J'ai maintenant laissé la parole à Edwin Faure, notre gérant, qui va vous partager le contexte qui est le plus favorable pour les small caps avant de revenir sur le fonds et notre année 2025. Merci, bon webinaire. Merci Jules, bonjour à tous. On va reparler un peu du contexte qui est toujours aussi porteur sur les small caps. Premièrement, pourquoi investir dans les small caps? Tout d'abord, c'est une classe d'actifs qui surperforme à long terme les large caps. Donc c'est toujours intéressant. La surperformance des small caps européennes par rapport aux larges sur une trentaine d'années, c'est 3,3%. La principale raison, c'est la croissance structurelle de ces entreprises. Les entreprises small cap ont tendance à avoir des croissances plus fortes que les grandes capitalisations. Le deuxième point, c'est la flexibilité opérationnelle. Les entreprises sont plus petites, elles sont plus adaptables, que ce soit sur des changements réglementaires, technologiques ou autres. Le troisième point, c'est un meilleur alignement des intérêts, puisque souvent les dirigeants de les entreprises sont les actionnaires majoritaires ou font partie de la famille. Et le quatrième point, c'est le nombre d'OPA. Il y a beaucoup plus d'OPA sur les small caps, sur les large caps. C'est plus facile d'acheter une entreprise qui fait 200 millions de market cap que 10 milliards. Sur les 4 dernières années, on a eu plutôt une sous-performance de la classe d'actifs. La principale raison, c'est les incertitudes macroéconomiques. Et quand il y a des incertitudes importantes, les small et micro caps ont tendance à sous-performer les large caps.
Les incertitudes, vous les connaissez tous, c'est la remontée des taux, les tensions commerciales, les conflits géopolitiques, etc. Malgré cette sous-performance, le sous-jacent, c'est-à-dire les publications des entreprises, n'a pas été en sous-performance par rapport au large cap. Donc, on pense qu'il va y avoir un rattrapage qu'on a commencé à avoir en 2025. Cette sous-performance des 4 dernières années, il y a un potentiel de rattrapage de plus de 65%. Et cette sous-performance, elle avait été aussi accélérée par une décote assez forte sur les marchés des small caps gérés en France, puisqu'il y a eu 6 milliards de sorties depuis 2028. Voilà. Slide. Pourquoi aujourd'hui on pense que c'est un meilleur environnement pour les small caps? La première raison, c'est la valorisation qui n'a jamais été aussi intéressante vis-à-vis des large caps. Il y a une décote de 26% par rapport aux large caps. Alors que dans le passé, elle se payait plutôt avec une prime de 10% quand on regarde l'EV/EBITDA. Sur le private equity, on voit une décote aussi majeure qui est de 15%, même si elle a eu tendance à se réduire depuis 2025, ce qui rend les valorisations toujours très intéressantes. Qu'est-ce qui impacte pas mal aussi les small caps? C'est la baisse des taux. On a pu voir un assouplissement, une baisse des taux en 2025 en Europe. Aux États-Unis, on la verra plutôt cette année. Et ça, c'est plutôt favorable aux actifs qu'on se considère un peu plus risqués comme les small caps. Ce qui est très nouveau en 2025 et qui va se poursuivre, c'est la première chose, c'est le plan de relance massif en Europe avec l'Allemagne qui investit 1 000 milliards dans la défense, l'infrastructure et l'industrie. Et ça, c'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça va vraiment ruisseler à travers l'Europe et les PME allemandes. Le deuxième point qui est aussi très nouveau, c'est les tensions géopolitiques, les barrières douanières. Les barrières douanières au niveau mondial sont plutôt favorables pour les small caps puisqu'elles sont plus domestiques. Donc, si vous mettez des barrières douanières, ça protège les économies locales au détriment de la concurrence internationale. Et les derniers jours qu'on a pu voir avec ce qui se passe avec Trump et le Groenland renforcent cette idée de dire que les entreprises qui seront les gagnantes de demain, ce sont les entreprises plutôt domestiques. Et en 2025, vous avez pu voir que les entreprises domestiques au value ont eu tendance à surperformer les entreprises plus larges et plus internationales. Autre chose positive, c'est le retour des flux. Ça fait à peu près 6 mois qu'on a eu des flux positifs sur la classe d'actifs. C'est pas encore massif, donc ça n'a pas eu encore beaucoup d'impact, on trouve, mais c'est plutôt rassurant. Et en parlant de flux, il y a eu deux projets de soutien très importants sur les PME cotées. CDC Croissance, le fonds français qui a investi 500 millions sur les entreprises, sur les fonds plutôt français. Et on attend le FNS, qui est le fonds italien, qui va investir encore plus 700 millions dans les small caps italiennes. Donc un environnement toujours porteur. Un point sur notre philosophie de gestion que vous connaissez déjà tous, mais pour aller rapidement, c'est nous, on a une approche quoi? Quality at a reasonable price. Donc nous, on va investir dans une entreprise qu'on appelle de qualité. Une entreprise de qualité, c'est une entreprise qui a une certaine résilience économique, qui a sa capacité de passer les différents cycles, une croissance forte. On cherche des entreprises qui ont des croissances au-dessus du PIB, donc plutôt supérieur à 10%, et on vous montrera un peu le portefeuille. Des rentabilités importantes, ce qui montre un certain avantage concurrentiel, donc des marges élevées, des retours sur capitaux importants et bien sûr des flux de trésorerie positifs, sauf CAPEX exceptionnel. Une gouvernance qui est importante, le track record des entrepreneurs, et c'est souvent important. Et comme on passe beaucoup de temps à parler avec eux, c'est quelque chose qu'on regarde de près. Le fonds s'appelle Discovery, c'est vraiment le focus, aller trouver ces pépites, trouver ces entreprises de super qualité mais vraiment pas chères. Et on arrive à le faire en regardant plusieurs multiples et en allant vraiment être souvent les premiers dans les pays peu investis ou peu connus comme l'Europe du Sud. On peut vraiment trouver des choses intéressantes.
Notre approche, elle est long terme, puisque on a des entreprises acycliques. On n'essaie pas de jouer des retournements, du market timing, des boîtes en difficulté. Donc, quand on se dit on va investir dans les 5 à 10 prochaines années minimum, ce qui nous explique une rotation plutôt maîtrisée, où on essaie de targeter une rotation aux alentours de 30%. Le dialogue, c'est toujours important. Depuis l'analyse, depuis MiFID II, la recherche sell-side s'est beaucoup dégradée. Et donc, voilà, on se rapproche de plus en plus au private equity là-dessus, où on a un contact important avec les dirigeants. On se déplace aussi dans les pays, voir les usines. On était voilà, encore en Suède en septembre. En octobre, on était en Italie et en juin en Grèce. La gestion des risques, elle est très importante. On veut des entreprises qui soient rentables, comme on l'a dit, avec une certaine visibilité des résultats. Et on essaye de ne pas jouer des stratégies technologiques ou réglementaires qui pourraient avoir des ruptures. Donc, par exemple, donc vous voyez, on ne va pas essayer de jouer des profils trop IA ou des choses comme ça. Les critères ESG, Jules en a parlé, sont aussi très importants. Ça nous permet de réduire nos risques et voir certaines opportunités. Un mot sur le fonds Abacus Discovery. Donc, la reprise mi-2021 par cette nouvelle méthode de gestion a porté ses fruits. Le fonds fait plus de 50%, 55% depuis 2021 contre ces deux indices de référence qui fait plus 7 et plus 37. Donc, une vraie surperformance aidée en partie par des OPA puisque nous avons eu en l'espace de 4 ans et demi plus de 19 OPA. Le fonds a une volatilité plus faible que ces indices et cela s'explique principalement par un stock picking de valeurs de qualité cyclique et la tendance à donc avoir à surperformer les périodes plutôt baissières et être un peu derrière dans les périodes quelquefois de rebond. Vous voyez que le bêta est très décorrélant de son indice de référence et nous avons un très bon ratio de Sharpe. L'exposition et le stock picking, c'est-à-dire que nous, on est vraiment agnostique en termes de pays, de zones géographiques. Nous, on fait vraiment du pur stock picking. On ne fait pas beaucoup de macro, en fait. Si on regarde le fonds aujourd'hui, il est intéressant parce qu'il a une exposition Europe de Sud très importante, puisque 54% du fonds est investi en Italie, en Espagne et en Grèce. Et ça, c'est assez unique par rapport à nos confrères. La principale raison, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a plus de potentiel de valeur sur ces entreprises. Si vous regardez les marchés plutôt nordiques, vous verrez que les marchés sont plus efficients. Il y a plus de gérants par le système de retraite par capitalisation. Et si vous regardez les pays plus d'Europe du Sud, il y a moins de gérants. C'est un système de retraite par répartition. Et c'est là où on peut vraiment aller dénicher ces petites pépites qui, quelquefois, ont une présence vraiment européenne au sens large. Au niveau des secteurs, vous voyez qu'on a aussi des biais importants. On n'aime pas trop les valeurs cycliques parce qu'on n'arrive pas à prédire les cycles. Donc, tout ce qui est finance, matériaux, immobiliers, automobiles sont vraiment inexistantes, presque ou sous-pondérées. Et ça, c'est pour la principale raison, c'est que voilà, on ne peut pas prédire ces cycles. Notre positionnement, il est assez micro. Vous voyez que le fonds fait à peu près 300 millions de market cap moyenne, ce qui est assez proche de sa médiane. Et c'est un des fonds qui, encore, par sa taille, peut être encore investi dans ces petites entreprises. Le fonds a bien performé, en effet, en 2026. En 2025, pardon, mais est-ce qu'il est trop tard pour rentrer sur ce produit? Nous, on dit non. On dit qu'aujourd'hui, on a vraiment un alignement des intérêts entre des sociétés solides, rentables, en croissance et vraiment sous-valorisées. Quand on regarde un peu les entreprises dans le portefeuille, on voit qu'on s'attend à des croissances de chiffre d'affaires de 15% en 2026 et de 10% en 2027, contre 4% pour son indice de référence, donc entre 2 et 3 fois plus forte croissance. Et ça se retrouve aussi au niveau des BPA, puisque on a des croissances de BPA en 2026 de 33% et de 20% en 2027, contre 10% pour son indice de référence. Donc, il y a beaucoup plus de croissance et il y a aussi de l'effet de levier sur les marges, puisque plus ces entreprises grossissent, plus ces entreprises vont encore améliorer les marges par les effets volume. Ça reste des entreprises de très forte qualité. On voit que
voilà, c'est pas, cette croissance et cette amélioration des BPA n'est pas liée à des entreprises cycliques où il faudrait parier sur un retournement de cycle, mais ce sont des entreprises avec des marges nettes de près de 10% contre 8% pour son indice de référence. Sur le ROCE, vous le voyez aussi, qui traduit de très bonnes marges, 23% contre 16% pour son indice de référence. Les entreprises sont pas très endettées. Nous, on a voilà, près un tiers du portefeuille des valeurs qui sont simplement en cash net, et la dette nette sur EBITDA est de 0,3 contre 1,8 pour son indice. Donc des entreprises en croissance, très solides, et des valorisations encore très attractives, on trouve, puisque vous pouvez le voir, en EV/EBIT, elle se paye en dessous, le fonds se paye en dessous de son indice de référence, puisqu'il est à peu près à 9,8 fois en 2026 et 9 fois en 2027, entre 11 et 11,5 pour l'Eurostoxx. Les PE, on peut voir qu'ils sont légèrement plus élevés en 2026 par l'effet cash et un peu plus bas en 2027 par la croissance des BPA. Donc, vous pouvez être investi dans une entreprise avec des croissances de BPA entre 20% sur les prochaines années et des PE proches de 10-12. Donc, on trouve qu'il y a un vrai alignement d'intérêt pour ce fonds sur du long terme, sur ces trois choses. Retour sur l'année 2025 qui a été performante, donc plus 27%. Très bonne performance. On va la découper vraiment en trois parties. La première, c'est la partie rouge que vous pouvez voir, c'est la partie un peu de sous-performance du fonds. Il faut dire que le fonds, il a tendance à s'écarter de ses indices de référence de manière assez forte, à la fois à la hausse comme à la baisse. Donc, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui nous avait appelé en début 2025 qui était inquiet. En fait, nos entreprises ont tendance à bouger liées aux publications. Et quelquefois, il peut y avoir des sur- ou sous-performances. On ne sait pas vraiment les raisons. C'est juste des effets de flux. Donc, ça ne nous inquiète pas du tout. Donc, on peut voir sur le début de l'année une sous-performance qui a commencé à être rattrapée sur la deuxième partie de la partie rouge, liée à la publication des résultats qui arrivent en février-mars de chaque début d'année. Sur la partie bleue, c'est les annonces de Liberation Day de Donald Trump. On peut voir vraiment une forte baisse des indices de référence et vous pouvez voir sur le schéma, il y a vraiment une surperformance dans la baisse du fonds puisqu'il perd moins 6 dans cette période, entre moins 9 et moins 11 pour ces indices de référence. Sur le rebond, on a eu aussi une très très bonne performance liée aux publications principalement, qui ont permis de vraiment rattraper le retard qu'on avait pris sur le début de l'année et même finir avec une belle surperformance de 4 à 5 points sur la fin de l'année. Donc, malgré un fonds assez défensif sur une entreprise de qualité, il a vraiment surperformé dans des phases de hausse de marché. Et ça, c'est vraiment du pur stock picking, on en parlera après. On est dans l'actualité aujourd'hui avec les annonces de Trump au niveau du Groenland. Ce qui marche plutôt pas mal, c'est notre approche domestique. Le fonds est très corrélé au marché européen puisque 70% de son chiffre d'affaires est fait en Europe et seulement 10% est fait en Amérique, c'est-à-dire Amérique du Nord et du Sud. Et sur la partie produit qui est la plus impactée par les douanes, on dit qu'il y a 7% qui est exposé aux produits en Amérique du Nord et du Sud. Donc, aux États-Unis, on peut peut-être dire que c'est la moitié, 3 ou 4%. Donc, l'impact des tarifs douaniers, l'impact de la devise, du dollar est quand même beaucoup moins important dans notre fonds, puisque nos entreprises sont beaucoup plus domestiques que des entreprises large cap. Et on pense que voilà, plus il y a de tarifs douaniers, même si on ne le souhaite pas, plus c'est bénéfique puisque ça protège ces entreprises de leur concurrence internationale. Nos principaux contributeurs de 2025 et nos détracteurs, vous verrez que ce qui est intéressant, c'est qu'Arteche, qui était notre première position durant l'année, c'est une entreprise dans tout ce qui va être amélioration du système d'électrification du réseau. Sicor, c'est une entreprise qui est dans l'électronique, ICOP, Iruway dans l'infrastructure et Alad dans la logistique et l'aviation. On peut voir que ces entreprises, elles sont vraiment, nos top performers viennent de secteurs assez différents et de pays différents, et ça, c'est quelque chose d'important. On voit ce qui montre le stock picking. Sur nos détracteurs, on peut voir pas mal d'entreprises comme des entreprises comme Siberou dans la défense qui nous a déçus sur la gouvernance, SIF dans tout ce qui va être
les systèmes de monopieux pour pour les éoliennes offshore, React dans tout ce qui est service à la personne, un système dans le nucléaire et ICAP dans les PCB. Toutes ces entreprises sont sorties du portefeuille. Et ça, c'est vraiment notre philosophie, c'est vraiment augmenter nos positions structurellement sur notre top pick et ce qui marche et réduire quand ça marche pas pour diverses raisons. Je vais laisser la parole à Romain pour vous parler un peu de notre stock picking et je reprendrai à la fin avec Jules. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais donc vous présenter quelques idées sur nos stock picking et c'est pas juste pour se vanter sur les performances. Ce qu'on veut vous montrer avant tout sur cette première slide, c'est 3 points. Le premier, c'est que les entreprises qui ont les mieux performé dans nos portefeuilles sont aussi des entreprises dans lesquelles on a investi depuis minimum plus d'un an, 2 ans. Ce que a dit Edwin au début avec notre horizon d'investissement dans les entreprises de 5 à 10 ans, c'est exactement ce qu'on recherche et surtout c'est ce qu'on voit dans les entreprises qui performent le mieux. Typiquement, en fait, Arteche et Sicor, si on regardait les graphiques des années passées, Arteche pendant un an, la performance a été flat, presque à peine 10% d'une année à l'autre, et d'un seul coup, elle a été remarquée par le marché, et la performance a explosé. Cette année, en 2025, Arteche a fait 200%, typiquement. Sicor, l'histoire est très, très similaire. On a commencé à regarder le dossier en début 2024. Pendant 9 mois, l'entreprise ne faisait rien. Et ensuite, elle a été remarquée pour son exposition à la défense et ses dernières acquisitions qui étaient excellentes. Et elle a fait pareil, plus de 100% juste sur l'année 2025. Donc, ce qu'on regarde, nous, typiquement, c'est les entreprises comme ça qui peuvent ne rien faire pendant un certain moment, mais qui ont du potentiel. Et au fur et à mesure qu'on continue de rencontrer les dirigeants, on continue de renforcer les positions. Si les publications sont en ligne avec nos discussions, avec nos attentes par rapport à ces entreprises, il n'y a pas de raison qu'à terme, elles performent. Et donc tout ça pour dire qu'effectivement, c'est des entreprises dans lesquelles on reste assez longtemps. Le deuxième point qu'on voulait soulever, c'est aussi une expertise assez unique dans le domaine des IPO. Il faut savoir qu'on fait un certain nombre d'IPO chaque année et elles se retrouvent ici dans nos multibaggers, typiquement Altea et ICOP, qui ont toutes des performances de plus 300% ou plus de 100%. C'est des entreprises auxquelles on en était déjà participé à l'IPO et c'est des choses qu'on fait de manière assez récurrente et on effectue beaucoup plus d'efforts pour être plus proche de ces entreprises, notamment sur la communication avec le marché et on les sélectionne avec notre méthode qui est qui est encore plus même rigoureuse pour nos IPO, mais qui apporte une valeur ajoutée très certaine. En dehors de ça, il faut savoir que aussi les entreprises de nos stock picking, il y a celles qui se sont transformées en multibagger, mais il y a aussi celles qui ont été rachetées évidemment par le private equity avant. Donc ici, vous voyez les OPA, les 19 OPA qui ont eu lieu depuis le début de notre gestion mi-2021. Effectivement, la méthode qu'on applique et la recherche d'entreprises de qualité, ça n'attire pas que le marché public, ça attire aussi le marché privé qui souvent se place sur les entreprises en amont et potentiellement nous empêche de trouver un multibagger, mais encore une fois, créer de la performance. Donc c'est vraiment ces 3 points-là qu'on voulait mettre en avant, un horizon de temps plutôt long, une expertise unique tant sur les IPO que sur les small et micro-capitalisations, et des recherches d'entreprises de qualité, et cette qualité qui est reflétée de par la performance et aussi le nombre d'OPA et le fait que le privé est aussi attiré par les entreprises que l'on sélectionne. Pour refléter un peu justement cette sélection, je vais maintenant vous présenter 3 cas d'investissement sur 3 thématiques différents. Typiquement le premier, donc une thématique que vous connaissez bien en ce moment, la défense en Europe. On a vu les plans de relance et les dépenses qui sont faites, notamment liées au conflit en Ukraine, mais aussi à la souveraineté européenne en ce moment. Et du coup, dans cette classe d'actifs, on a sélectionné une entreprise appelée Ster Motors. Ster Motors, c'est une entreprise qui fait des moteurs, notamment pour la défense et le civil, mais 70% pour la défense et notamment pour les tanks. Ce qu'il faut savoir sur Ster Motors, c'est que le carnet de commandes a littéralement explosé en 2025, c'est-à-dire que c'est une entreprise
qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et dont le carnet de commandes a atteint 300 millions d'euros au Q3 2025 avec des book-to-bill bien supérieurs à 1. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le début. Entre toutes les discussions qui ont été annoncées par Rheinmetall et autres sur différents tanks et notamment le Panther, on peut s'attendre sur les 5 prochaines années à des nouvelles prises de commandes de 250 millions d'euros seulement sur les plateformes qui sont déjà intégrées dans Steyr Motors. Donc on a encore un levier qui est très important et ce levier en fait il se reflète tout à fait sur la croissance de l'entreprise avec une guidance à 2027 par l'entreprise pour atteindre un CA de 140 millions d'euros. Encore une fois, le CA 2025 est de 50 pour atteindre 140 en 2027. Et tout ça avec évidemment un fort levier opérationnel grâce à l'augmentation de volume. Donc une marge d'EBIT qui devrait passer de près de 14% à 28% aussi en 2027 d'après la guidance de l'entreprise. Donc 40 millions d'EBIT à peu près pour 2027. Tout ça nous fait dire qu'au final, Steyr Motors est une entreprise qui a une forte visibilité sur ses revenus à court et moyen terme, très forte barrière à l'entrée car la qualification pour les moteurs dans les tanks extrêmement long et extrêmement complexe parce que la fiabilité est le cœur de métier, évidemment. Donc une compétition assez faible. Une dette nette qui est quasi nulle à 4 millions d'euros, avec une génération de trésorerie, peut-être pas pour 2026 à cause de la forte croissance, mais très certaine en 2027. Et tout cela à des valorisations qui sont à 30% de décote par rapport à ses pairs dans la défense européen. Donc c'est typiquement le genre de dossier que nous, on recherche pour le portefeuille. Croissance, visibilité, bonne marge et en amélioration, cash net si possible ou pas ou très très faible dette et valorisation attractive. De plus, Steyr Motors, on est entré au sein de la position à travers d'un placement avec 20% de décote, ce qui nous a permis d'entrer sur un point d'entrée tout à fait attractif et qui est déjà source de performance pour nous, pour le portefeuille. Je vais vous présenter maintenant un second cas. Voilà. Dans la digitalisation et l'électronique avec Enza. Donc, Enza, c'est une entreprise suédoise. Il faut savoir qu'elle fait de la fabrication sous contrat, typiquement. Son marché de référence, c'est des croissances qui sont autour de 5-7% par an jusqu'à 2030. Donc, de base, on devrait s'attendre à ce niveau de croissance pour Enza sans effet de prise de part de marché ou autre. Mais Enza, elle est aussi spécifique par son business model. Elle se forme autour de clusters. Donc, ils font des grands centres, des énormes usines en fait, par zone géographique, leur permettant d'allier un maximum de compétences sur un seul point, de limiter les flux et donc d'offrir des prix plus compétitifs que ses concurrents, tout en conservant des marges supérieures ou égales à ses concurrents. Donc, un business model qui nous intéresse très fortement sur un secteur qui est actuellement en forte croissance. Et de plus, Enza, c'est aussi une entreprise qui a été qui a eu beaucoup de succès de par ses acquisitions, et notamment, on est assez content de la dernière qu'elles viennent de faire, qui est BMK. C'est une entreprise qui fait à peu près 30% du CA actuel de Enza, donc une énorme acquisition qui s'est faite à des niveaux de valorisation relutifs pour l'entreprise. Donc, on peut le voir sur le graphe de la performance, on a déjà commencé à en bénéficier. Et surtout, les BMK, c'est un centre, un cluster directement en Allemagne, là où, comme on l'a dit précédemment avec Edwin, on s'attend à des ruissellements justement de ces grosses dépenses dans les petites entreprises, dans les PME européennes et allemandes. Donc tout ça, encore une fois, on retrouve le même schéma que sur nos entreprises habituelles, un secteur en croissance avec des marges stables ou en amélioration. Enza, c'est presque 8 ans d'amélioration de la marge d'EBIT, presque linéaire. Donc le business model est très clair et compétitif et a su créer de la valeur dans le passé, très clairement. La conversion de cash est excellente, le M&A est très, très bien fait et les intégrations sont faites de manière très rapide. Donc encore une fois, c'est une entreprise qualitative qui est à des valorisations par rapport, aux entreprises suédoises qui nous semblent à la fois correctes, notamment grâce à la nouvelle génération de cash du nouveau groupe Enza, qui fait que les multiples de valorisation en termes de free cash flow, on est à 11,7% en 2026 et 14,2%.
Donc c'est énormément de génération de cash et on s'attend justement à ce que la performance continue sur ce titre. En dernier point, je voulais revenir sur l'énergie et l'électrification, une thématique très importante au sein du portefeuille. Cadeler, c'est le leader mondial de l'installation d'éoliennes offshore. Et on sait que dans les années précédentes, et comme vous pouvez le voir sur le graphique, le secteur du renouvelable, et en particulier de l'éolien offshore, a beaucoup baissé. Et ce, de par des nouvelles qui sont justifiées et d'autres non. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cadeler, malgré être le leader mondial, son exposition aux US reste inférieure à 10%. Donc toutes les histoires autour de Trump et de l'arrêt de certains projets éoliens ne concernent que très peu Cadeler. Et il faut savoir aussi que si jamais un contrat avec Cadeler est rompu, le client doit payer 25% de ce contrat directement, sans que Cadeler n'ait à faire quoi que ce soit. C'est des clauses fermes qui sont dans tous les contrats et qui ont déjà été activées par le passé. Donc même si jamais il y avait des annulations, on n'est pas très inquiet. Ce qui nous rassure aussi sur Cadeler, récemment on a pu voir avec l'auction, les enchères au UK, on s'attendait à ce que 5,8 gigawatts soient bidés. Au final, il y en a eu 7,8. Donc on voit qu'il y a une demande qui est en train de reprendre sur les secteurs. Et plusieurs autres signaux nous disent que aussi les valorisations deviennent absolument absurdes à ce niveau-là. Cadeler, c'est une entreprise qui fait actuellement 600 millions de chiffre d'affaires, mais qui a 3 milliards d'euros dans son carnet de commandes à l'heure actuelle. Une très forte visibilité, des bateaux qui sont arrivés, des nouveaux bateaux qui sont arrivés pile poil en ligne ou en amont, donc qui vont aider à contribuer à une meilleure performance, des marges d'EBIT incroyables au niveau de 50%, liées principalement au fait que l'entreprise propose un service simplement unique au monde et qu'elle est pratiquement la seule à pouvoir faire. Et aussi un autre point qui est assez fort pour nous, l'actionnaire majoritaire a racheté 8% du capital de l'entreprise sur le marché sur le Q2, depuis le Q2 2025. Donc du Q2 au Q4, ils ont racheté assez massivement les titres. Pourquoi ils ont racheté assez massivement les titres? Si on regarde au niveau des valorisations, on se retrouve à 7 fois les bits 26, 5 fois le PE 26, qui semble des valorisations totalement absurdes pour une entreprise qui a complète visibilité sur ses revenus de 2026. Cadeler, c'est aussi une entreprise qui a toujours publié en ligne ou au-dessus des attentes. Il faut savoir que sur les 3 dernières années, ça a toujours été le cas. Même quand le marché était en baisse, ils ont continué de démontrer cette croissance et cette résilience. Et à travers nos discussions continuelles avec le management, on est donc assez assuré que c'est une entreprise qualitative sur un marché qui est complètement sous-valorisé et qui, surtout, de par ses critères financiers, sort complètement du lot. On peut s'attendre à 2027 à ce que 20% de sa capitalisation boursière soit générée en cash, ce qui est absolument incroyable en soi. Donc voilà, c'était pour mes 3 idées. Je vous laisse maintenant avec la conclusion avec Edwin et Jules. Merci Romain de nous avoir partagé ces trois idées, des 3 convictions pour l'année 2026, en espérant qu'on les voit bientôt dans les multi-baggers lors de nos prochaines présentations. Pour conclure, on a pu voir que le contexte s'est déjà amélioré durant l'année 2025 et on pense qu'il va considérablement s'améliorer au fil de l'année 2026. Il y a plusieurs critères qui me font dire ça. Le premier, comme a pu le dire Edwin, c'est les valorisations des small et micro cap qui sont à leur plus bas, avec une décote de l'ordre de 26% par rapport au large cap et 15% par rapport au private equity, ce qui fait dire que c'est un point d'entrée qui peut être particulièrement attractif. On a aussi la baisse des taux court terme qui avait été initiée par la BCE en 2024 et qui s'est prolongée en 2025, qui crée des conditions assez favorables, notamment pour le financement de ces petites entreprises. D'un point de vue européen, on a plusieurs plans de relance qui ont été initiés. Premièrement, avec celui de Dragman qui est considérable, mais on a aussi des soutiens plus locaux qui ont été mis en place au cours de l'année 2025 avec la CDC Croissance qui a investi plus de 500 millions sur des stratégies small cap. Et en 2026, on va avoir de nouveaux flux qui vont arriver, mais sur la zone géographique italienne, avec la FNS qui va investir 700 millions sur des stratégies similaires, des stratégies small et micro cap
italienne. On a aussi un retour des flux qui a commencé à être initié à partir de mai 2025. C'est pas considérable pour le moment, mais c'est une tendance qui s'inverse par rapport aux 5-6 années de désinvestissement massif des small caps, ce qui nous fait dire qu'il y a de l'espoir. Et un point qui reste assez important pour la classe d'actifs, c'est leur exposition à des marchés domestiques, à des marchés européens, et avec une faible exposition aux tensions commerciales, comme ça peut être avec l'annonce de tarifs douaniers, de nouveaux tarifs douaniers par M. Donald Trump. Dans ce contexte de marché qui est de plus en plus favorable au cours de l'année 2026, on pense qu'Abacus Discovery est parfaitement placé pour capter le rebond des small caps. Tout d'abord avec notre stratégie qui avait été détaillée par Edwin, qui est basée, je le rappelle, sur une approche Quarp, qui a comme philosophie une création de valeur qui est faite sur le long terme, avec des rencontres dirigeants assez importantes. Les équipes font plus de 500 rencontres dirigeants chaque année à travers Edwin et les 2 analystes gérants qui s'occupent de la stratégie du fonds. On est aussi sur une gestion de conviction qui est assez différenciante des indices. Comme vous avez pu le voir, on a différentes affirmations avec l'Europe du Sud qui aujourd'hui représente plus de 54% du portefeuille, que ce soit à travers la Grèce, l'Italie et l'Espagne, des zones géographiques qui matchent bien d'ailleurs avec notre philosophie de gestion, car ça nous permet de nous dénicher des pépites souvent peu couvertes par la recherche, mais c'est des zones géographiques qui ont aussi connu une croissance assez importante ces dernières années. On garde aussi une philosophie d'investissement sur des sociétés de qualité qui sont dans des secteurs acycliques, avec un biais micro-cap, parce que la market cap médiane et moyenne du fonds sont environ de 300 millions. Ce qui me fait dire que le fonds est assez intéressant pour une diversification d'allocation, pour jouer une nouvelle zone géographique, une classe d'actifs qui est vraiment micro-cap et qui peut aussi, ce fonds peut aussi se présenter comme un complément d'allocation à une autre stratégie small-cap, par exemple, vu qu'il est assez différenciant des autres fonds que vous pouvez trouver, que ce soit sur la place parisienne ou européenne plus globalement. En plus de cela, la stratégie marche assez bien parce qu'on a une surperformance durable par rapport à nos indices de référence, et ce, depuis qu'on a repris la gestion en 2021. Je vous ai mis les classements des différentes sociétés qu'on peut trouver sur Internet, que ce soit Cantalis, Morningstar, Citywire. Le fonds se retrouve toujours en tête des classements sur 1, 3 et 5 ans. Il est globalement dans le premier quartile à chaque fois, et de temps en temps, le premier décile, si on prend par exemple Morningstar. Le fonds à 5 étoiles Cantalis et à 5 étoiles sur 5 ans Morningstar également. Outre la performance qui a été assez bonne depuis 2021, j'aime bien vous montrer ces 2 graphiques qu'on peut voir en bas, avec une gestion du risque qui est assez importante chez Philippe Autinck Gestion, car on a une volatilité qui est moindre par rapport aux autres stratégies qu'on peut trouver sur la place. Comme vous pouvez le voir sur le graphique en bas à droite, le point bleu qui représente Abacus Discovery est positionné comme un des fonds les plus performants, mais aussi avec une volatilité contrôlée. Ça s'explique avec une philosophie de gestion qui est d'être investi sur des sociétés avec des fondamentaux solides et dans des secteurs qui, eux, sont acycliques. Voilà pour notre webinaire. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez activer votre micro ou les poser dans la rubrique Q&R. Avant de passer à la partie questions, un petit point sur les référencements. Le fonds est disponible chez plusieurs assureurs, que ce soit AG2R, AG2R Mondial, Europartenaires, Cardiff, Neufrise et Norcia. Et on fait un gros travail de référencement en ce début d'année 2026 et il sera prochainement disponible chez Axatema. Ça devrait se préciser dans les semaines à venir, mais aussi chez Generali et UAF. Je ne manquerai pas de toute façon de vous informer des référencements du fonds. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à nous poser vos questions oralement directement ou via la rubrique Q&R qui est située en haut de votre écran. On se fera un plaisir de vous répondre sur les prochaines dizaines de minutes. Je tiens aussi à préciser que je vous ferai suivre le support commercial par mail à la fin de la présentation. Et le replay sera également disponible sur notre page YouTube et aussi sur notre site Internet. Edwin, si tu veux bien te joindre à moi, on a une première question. Yep. Au-delà de vos positions dans les pays comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, dans quel pays européen pourriez-vous augmenter vos expositions dans les prochains mois, les mois à venir? C'est une bonne question.
Peut-être un mot sur la position du fonds par rapport au début de cette année 2025. C'est vrai qu'on a vu progresser la Grèce, qui est un pays qui a bien progressé cette année. On a eu aussi l'Allemagne qui a progressé, l'Italie a beaucoup baissé cette année. Donc on est vraiment sur du stock picking vraiment agnostique des pays. Aujourd'hui, on est en train de faire un grand travail en Pologne où on trouve qu'il y a des opportunités assez intéressantes en termes de croissance, un pays qui est en plus forte croissance et qui devrait bénéficier s'il y a une fin de guerre avec l'Ukraine, c'est ce que l'on souhaite. Et c'est aussi un secteur qui peut investi par les gérants européens. Donc les pays de l'Est, c'est un secteur qu'on regarde de plus en plus. Merci pour votre question. Voilà, n'hésitez pas à activer vos micros directement pour poser vos questions, ça sera plus fluide. Je vous rappelle que vous avez nos deux contacts, ceux d'Edwin et de moi-même, avec nos adresses mail et nos numéros de téléphone. Si vous avez des questions, que ce soit sur Abacus Discovery ou sur notre gamme de produits article 9, qui, je le rappelle, on a un fonds action européenne multicap qui s'appelle Abacus Green Deal et un fonds obligataire crossover qui s'appelle Abacus Credit Impact. On sera ravis de répondre à vos différentes questions et de vous fournir de la documentation sur ces stratégies. Edwin et Jules, une petite question sur l'exposition du fonds au secteur de la défense, qui a été très à la mode en 2025 et qui peut-être ne le sera pas autant en 2026. Peut-être il le sera d'ailleurs, on verra bien. Mais un petit peu, quelle est l'exposition globale et quelle contribution ça a pu avoir un petit peu à la performance, sachant qu'il y a quand même quelques fonds concurrents qui ont énormément bénéficié de cette thématique-là. Est-ce que dans votre perf de plus de 26% en 2025, la partie défense est plutôt limitée ou elle est vraiment très importante? C'est vrai c'est vrai que sur la partie défense, ça représente à peu près 8% du portefeuille aujourd'hui. En début d'année, ça représentait pas beaucoup. Donc, on a progressivement investi et elle a aussi progressé. Sur la contribution, c'est pas un énorme contributeur comparé à certains de nos confrères parce qu'on a une petite exposition. Euh, on a seulement investi dans des dossiers qui respectaient nos critères en termes de croissance, de marge et de valorisation. Donc, nous, comme on va investir sur les 5 à 10 prochaines années, les prix d'entrée sont importants. Il y a quelques petites entreprises, dont MSI International, Ceotronics ou Ster, dont tu as parlé, Romain, qu'on trouve vraiment pas cher, qui se payent avec des décotes de 30 à 100% même des gros acteurs cotés en bourse. Donc ça, on est content d'être encore exposé dessus. Donc, on peut se dire que voilà, la performance du secteur de la défense sera peut-être sûrement moins fort en 2026 qu'en 2025. Les dernières annonces avec Trump, maintenant, on se pose peut-être la question avec le Venezuela et le Groenland. Mais disons que voilà, il n'y a pas eu, en fin de compte, sur l'année 2026, et ça va être vraiment le côté structurel dans ce fonds, il n'y a pas des thématiques qui ont extrêmement bien marché, donc on a beaucoup bénéficié. Donc, par exemple, on était très peu présent sur l'Allemagne, qui est un marché qui a plutôt très bien performé. On était très peu présent sur la défense, qui a très bien marché. On n'est pas sur les banques qui ont extrêmement bien marché. Donc, tous les poches qui ont très bien marché en 2026, on n'y était pas tellement. C'est vraiment du pur stock picking ce qu'on fait. Ce qui explique qu'on peut avoir vraiment des très, très bonnes performances sur du stock picking, par exemple en Italie, même si le marché italien est en baisse. Donc ça, c'est pas des choses qu'on a pu voir dans le passé qui nous étonnent. Donc, quand on parle un peu de pays, c'est aussi parce c'est pour expliquer les performances, mais on reste assez agnostique des pays. On ne va pas se dire
Ça se passe mieux au niveau macroéconomique en Italie, donc on va en Italie. Ça se passe mieux en Pologne. C'est un peu pour illustrer notre stock picking. Ça m'étonnerait pas qu'on soit un peu plus pays de l'Est parce qu'on a trouvé des valeurs récemment et qu'on est en train de travailler. Et comme c'est un long process de travailler ces valeurs, parler avec les dirigeants, on ne peut pas rentrer des valeurs dans le portefeuille si on n'a pas parlé aux dirigeants. Et ça prend un peu de temps pour bien connaître aussi l'écosystème, pour pas faire d'erreurs. Plus c'est des pays qu'on connaît moins bien, plus c'est important qu'on regarde ces valeurs. Voilà. Peut-être aussi un point sur la France. La France est un pays qui a aussi beaucoup diminué aujourd'hui. La France, c'est 5% du portefeuille. C'est aussi voilà, on est peut-être le fonds géré en France avec le moins de France possible. Et ça, c'est pas parce il y a des risques politiques, c'est qu'on trouve que la qualité des dossiers en France est beaucoup moins bonne. Et si je peux rajouter, en plus, on a aussi des entreprises typiquement qui sont exposées à la défense, même dans nos top performers. Donc on avait Sicor, mais on a aussi d'autres FAE, même Enza qui l'est dans un certain niveau. On a des entreprises qui sont exposées à plusieurs industries. On cherche justement des choses qui sont généralement acycliques. Donc typiquement, si on prend Sicor, quand on avait commencé à regarder le dossier, c'était 30% défense, 40% industrie et le reste en healthcare. Pareil, si on regarde Enza, ils sont exposés à tout type d'industries différents. Donc on bénéficie en fait un peu de plusieurs tendances, mais toujours de manière diversifiée et contrôlée pour ne pas subir ces effets de cycle. Typiquement, Sicor en 2025 a pas très bien performé sur la partie healthcare, mais très bien sur la partie industrie et défense. Et c'est ce mix qui fait qu'elle est continuellement en croissance. Donc on a aussi des entreprises qui ne sont pas exposées, qui ne sont pas que des purs players de défense, qui sont exposées à d'autres industries, à d'autres thématiques qui sont aussi en croissance, et qui nous permettent justement de maîtriser ces cycles.